Et Thomas Kinney, attention, les images qui suivent sont très dures. Boutcha est libéré, mais à quel prix? Les Russes sont partis, ils ne laissent que désolation et horreur. Les salauds! Il y avait un char là derrière moi. Ils tiraient. Les chiens. Une vingtaine de corps gisent rue Yablouska, des hommes habillés en civil. Certains étaient en train de circuler à vélo. D'autres ont les mains liées dans le dos. Les habitants ont été délibérément visés, selon le maire, qui dénonce des crimes de guerre. Ces personnes ont été abattues, tuées d'une balle dans la tête. Vous imaginez tous les crimes qu'ils ont commis ici? Des dizaines de corps ont été retrouvés dans 3 fosses communes. Le président ukrainien a réagi sur une chaîne de télévision américaine. En effet, ceci est un génocide. Volodymyr Zelensky s'est aussi exprimé sur les réseaux sociaux. Les mères de soldats russes devraient voir ces images. Regardez les bâtards que vous avez élevés, des meurtriers, des pillards, des bouchers. Le massacre de Boutcha est la plus scandaleuse atrocité du XXIe siècle. Sans exagérer, au vu de ce qui s'est passé à Boutcha et aux alentours, nous pouvons conclure que la Russie est pire que l'État islamique. Horrible, lâche, inacceptable, de nombreux dirigeants occidentaux ont condamné ces actes. Ces images sont un coup de poing à l'estomac. Nous ne pouvons pas normaliser cela. C'est la réalité de ce qui se passe chaque jour, tant que la brutalité de la Russie contre l'Ukraine se poursuit. C'est pourquoi cela doit s'arrêter. Dans un communiqué, la Russie dément avoir tué des civils. Pendant la période où cette localité était sous le contrôle des forces armées russes, pas un seul résident n'a souffert d'actions violentes. Les habitants ont connu l'horreur. Plus d'eau, plus d'électricité, plus de gaz, plus de connexion Internet, 1 mois de bombardement et de terreur. J'ai échappé 3 fois à la mort. Un jour, je marchais, j'ignorais qu'il y avait un Russe armé près de moi. Il a tiré et m'a manqué. Je suis rentrée à la maison, je n'arrivais plus à parler. 300 civils auraient été tués à Boutcha. Et dans l'ensemble des territoires libérés près de Kiev, les autorités ukrainiennes ont découvert les corps de 410 civils. Preuve à l'appui, plusieurs organisations non gouvernementales accusent la Russie de commettre des crimes de guerre. Mais que risquent les autorités russes face aux tribunaux internationaux? On voit cela avec Michael Menten et Clarisse Debatty. Des morts à même la chaussée et des carcasses de voitures criblées d'éclats. De plus en plus dans le pays, des corps de civils qui jonchent le sol. Dans ce jardin, des hommes, des femmes, mais aussi des enfants ont-ils été tués dans les combats ou exécutés? Petit à petit, la guerre en Ukraine est en train de basculer dans ce qui ressemble à un véritable massacre. Aujourd'hui, les organisations de défense des droits humains réagissent pour la première fois. Amnesty International et Human Rights Watch évoquent des crimes de guerre. On voit ce que les Russes ont fait, où on commence à comprendre ce qui a été commis par les forces armées russes. On n'en est qu'au début de la découverte de ce genre d'atrocités, malheureusement. Et ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'on n'est pas du tout dans une situation où la guerre est terminée. Dans leur rapport, les ONG dénoncent des viols répétés, des exécutions sommaires et autres violences illégales commises sur des civils. Ces documents seront utiles pour l'enquête ouverte par le procureur de la Cour pénale internationale. Mais les chances de voir un jour Vladimir Poutine jugé pour crimes de guerre sont quasiment inexistantes. Car depuis 8 ans, la Russie ne fait plus partie du statut de la Cour. Il faut évidemment qu'il se retrouve dans un pays qui est parti au statut de la Cour pénale internationale. Sinon, on imagine mal, évidemment, des troupes allant chercher M. Poutine au Kremlin ou dans sa datcha particulière. C'est quelque chose qui, évidemment, ne risque pas de se produire. Le professeur rappelle aussi que le droit de la guerre existe depuis plus de 150 ans.
Il interdit les homicides volontaires, les viols, la torture et les traitements inhumains notamment. Quiconque commet délibérément de tels actes est responsable de crimes de guerre. Et les lignes de front se déplacent depuis quelques jours en Ukraine. On va analyser cela avec vous, Loïc Parmentier, bonsoir. Bonsoir Simon. On l'a vu, les troupes russes ont quitté le nord de l'Ukraine. Ouais, pour bien comprendre, on va tout de suite prendre la carte de l'Ukraine avec, vous le voyez, ces zones hachurées. Ce sont les dernières positions de l'armée russe connues aujourd'hui. Alors, premier élément important, c'est autour de la région de Kiev. Les troupes russes qui remontent vers le nord, vers la Biélorussie, et puis une partie qui se dirige vers l'est. Ce soir, Kiev, la capitale, n'est donc plus encerclée. Les autorités ukrainiennes expliquent même que la région est totalement libérée. Ce qui nous donne, par exemple, ici, à Gostomel, ces scènes de victoire de soldats ukrainiens à l'aéroport de Gostomel en train de brûler le drapeau russe. On découvre également que les infrastructures ont été très largement détruites par l'armée. Il y a également aussi ces images dans la ville de Boutcha, images très dures qu'ont découvert les soldats ukrainiens de ces rues avec ces cadavres gisant sur le sol après le départ des Russes. Voilà pour la situation à Kiev ce soir. On va ensuite prendre la direction maintenant du sud-ouest, voilà, on va y arriver, du sud-ouest du pays. Voilà. La ville d'Odessa, magnifique ville d'Odessa, qui a été bombardée ce matin vers 6 h du matin. Des missiles de navires, d'avions russes ont touché des installations pétrolières dans cette ville au sud-ouest du pays. Large colonne de fumée observée par les habitants. Et puis, dernier élément aujourd'hui, c'est dans l'Est. Il y a encore des combats ce soir du côté de Mariupol. La résistance continue. Et puis, au sud-est de Kharkiv, la ville d'Izium est également la proie de nombreux combats. Voilà pour la situation au 39e jour de guerre. Merci Loïc pour ces explications. Les négociations entre Russes et Ukrainiens se poursuivent. Les deux pays sont proches d'un accord sur le statut de neutralité de l'Ukraine. En revanche, l'Ukraine ne cédera jamais une partie de son territoire à la Russie. Le chef de cabinet adjoint du président ukrainien l'a expliqué en direct sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche ce midi. Loïc Parmentier. Bonjour Igor Jovka, merci de nous rejoindre en ces moments extrêmement difficiles pour vous. Vous êtes chef en direct depuis Kiev, le chef de cabinet adjoint du président ukrainien. Monsieur Tolstoï, bonjour à vous. Vous êtes en direct de Russie, vous êtes bien avec nous ? Oui, je suis bien avec vous. Piotr Tolstoï, membre du parti de Vladimir Poutine, vice-président de la Douma, l'une des chambres du Parlement russe. C'est l'impossible entente à l'heure de la guerre, où même l'évidence est niée. Exemple avec la ville de Boutcha et la découverte du massacre de civils. Tous les médias ont vu et on a vu les horribles photos des Ukrainiens tués qui ont eu des mains attachées, les têtes cachées, et tout cela, c'est autour de la capitale ukrainienne, au XXIe siècle, au centre de l'Europe. Pendant la guerre, il y a toujours des victimes. Heureusement qu'en Ukraine, l'armée russe agit d'une façon de ne pas toucher les civils. Malheureusement, l'opinion publique en Occident est complètement désinformée sur l'activité de l'armée russe et sur l'opération spéciale qui se déroule. Sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche, même le mot guerre reste imprononçable pour ce responsable russe. Reste ce mince espoir d'une rencontre entre les présidents russes et ukrainiens pour arrêter cette invasion. Sans doute on va vers la paix, mais juste après que les tâches de l'opération spéciale seront accomplies. On a très envie d'avoir une victoire et la fin de la guerre. Mais pour le moment, pour l'Ukraine, il n'est pas suffisant que la guerre, tout simplement, s'arrête à la paix basée sur les conditions russes. Aucun territoire de l'Ukraine n'ira vers la Russie. Ça va durer encore longtemps, cette guerre, M. Tolstoï? Un mois, un an, 5 secondes? Je ne sais pas, ça dépend de vous aussi et de chaque Européen. Ça peut durer 1 an, ça peut durer 3 ans, peu importe. Nous, on a l'éternité devant nous. La guerre a commencé il y a 39 jours. Merci beaucoup. Depuis le début du conflit, les experts soulignent l'importance des drones utilisés par l'armée ukrainienne. Certains de ces engins volants sont fabriqués par des amateurs.
Un collectif de passionnés a déjà fourni une quarantaine de drones à l'armée ukrainienne. Mathieu Langer, Julien Raoué. Au cœur d'un atelier tenu secret dans l'ouest de l'Ukraine, ces amateurs fabriquent des drones prêts à tuer, destinés à être utilisés sur le front. Les appareils sont consolidés et lestés d'une grenade anti-tank capable de percer les blindages russes. C'est une technique de reconnaissance et d'ajustement des tirs d'artillerie. Il y a vraiment une demande importante pour de tels équipements subversifs qui peuvent larguer des charges. Des équipes mobiles ukrainiennes armées de drones auraient joué un rôle clé pour repérer des cibles et ainsi contrer les frappes aériennes russes, contraignant le convoi à se disperser. Les 6 membres de ce collectif sont des amis qui fréquentaient tous la communauté des pilotes de drones de compétition. Un pilote normal peut voler au-dessus d'une tranchée et en 5 minutes, il aura toutes les informations. C'est possible et ça ne coûte pas une fortune. Le dernier iPhone coûte plus cher que cet équipement. Alors pourquoi ne pas aider à sauver des vies de cette manière ? Depuis le début de l'invasion russe, ce collectif travaille 24 heures sur 24 et a déjà fabriqué une flotte d'une quarantaine de drones de ce type pour l'armée ukrainienne. En visite à Malte, le pape a plusieurs fois condamné l'invasion russe en Ukraine ce week-end. Il a invité les 12 000 participants à la messe qu'il donnait ce matin à prier pour la paix. Justine Roldan-Pérez. À son arrivée, la foule, drapeau du Vatican à la main, l'acclame. Environ 12 000 personnes sont réunies pour assister à la messe donnée par le pontife argentin de 85 ans. L'occasion pour lui de condamner à nouveau la guerre en Ukraine. Prions pour la paix en pensant à la tragédie humanitaire de l'Ukraine martyrisée, encore sous les bombardements de cette guerre sacrilège. Plus tôt dans la journée, le pape s'était recueilli dans la grotte de Saint-Paul, un des principaux lieux de pèlerinage. Dans son discours, il a renouvelé son appel à l'accueil des millions d'Ukrainiens qui affluent en ce moment. Père bon, accorde-nous la grâce d'un cœur bienveillant qui bat d'amour pour nos frères et sœurs. Aide-nous à reconnaître de loin ceux qui sont dans le besoin, qui se débattent dans les vagues de la mer, qui se heurtent aux récifs de rivages inconnus. Pour de nombreux habitants, la visite du pape est vue comme un signe d'espoir. C'est une bénédiction pour nous tous. Et c'est un privilège d'avoir le pape parmi nous. La visite du pape est importante pour de nombreuses raisons, la religion étant la première, mais son message est très important à la lumière de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Après 2 jours à Malte, son 36e voyage à l'étranger, le pape a repris l'avion ce soir pour rejoindre Rome. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur le conflit en Ukraine et ses conséquences. Vous retrouvez toutes nos informations en direct et en vidéo sur notre